Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Ofer Bronstein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président du Forum international pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. On a appris ces dernières heures que le président américain Joe Biden se rendrait demain en Israël après avoir envoyé dans la région son secrétaire d'État. Le président Macron, qui vous a chargé, vous, d'une mission pour le rapprochement israélo-palestinien, va-t-il y aller? Doit-il y aller en Israël? Écoutez, le président Macron, il ira s'il est utile. Le président américain arrive demain. Je crois que le chancelier Schulz arrive aussi ces prochains jours. Le président Macron s'est mis à la disponibilité des leaders de la région, à condition qu'il soit utile. Aller pour y aller, c'est pas nécessaire pour l'instant. Je sais que depuis samedi dernier, c'est-à-dire 8 jours, il est tout le temps au téléphone, il est préoccupé, il parle aux leaders de la région, il parle aux Israéliens, il parle beaucoup aux Libanais pour leur dire attention, faites attention, parce que si le Hezbollah se déchaîne, c'est le peuple libanais qui va être malheureusement touché. Donc il fait ce qu'il faut et il fera ce qui est utile. La France est utile? Oui, parce que la France a des relations avec certains pays de la région qui sont des relations privilégiées. Et c'est des pays qui ont un certain levier sur l'organisation terroriste, le Hamas. En l'occurrence le Qatar, la Turquie, et peut-être que d'autres. Mais il fait tout ce qu'il peut faire. En plus, n'oubliez pas qu'on a eu, nous aussi, ici en France, un terrible attentat il y a quelques jours qui nous préoccupe tous. Tous les lieux de juifs ont été sont beaucoup plus protégés que d'habitude. On a peur, on craint encore une fois une opération terroriste. On va enterrer demain Monsieur Bernard. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer mes condoléances à sa famille et mes pensées aux blessés. Donc, on a de quoi faire ici. Mais le président Macron sera où il sera utile. Quel est votre sentiment ce matin, 10 jours après les attaques du Hamas sur Israël? Le premier mot qui vous vient? Vous parliez de peur à l'instant. Moi, je suis ébranlé. Moi, personnellement, je suis ébranlé. Vous êtes ébranlé. Je suis complètement... je ne sais même pas comment exprimer mes sentiments. Vous savez, la réconciliation, la paix entre Israéliens et Palestiniens, c'est le combat de ma vie. Ça fait 40 ans que je m'y active tous les jours. Ce qui s'est passé le 7 octobre, il y aura un avant 7 octobre et un après 7 octobre. Ce qui s'est passé 7 octobre est au-delà de la compréhension, de la magnitude de cette sauvagerie, de cette attaque terrible contre En plus, c'est contre le camp de la paix. Ces jeunes qui dansaient à 5 heures du matin, c'est des jeunes qu'on retrouve dans les manifestations pour la paix. C'est des jeunes qui travaillent avec des jeunes palestiniens. Les kibbutzim qui sont tout autour et qui ont été très, très gravement touchés. Ce sont c'est le camp de la paix. C'est des gens qui prennent tous les jours en voiture des gens qui ont besoin de soins en Israël, de Gaza vers les hôpitaux israéliens. C'est eux qui ont été... C'est pas des colons. C'est pas l'armée israélienne, c'est des lâches, ces gens-là. Tuer des jeunes qui dansent à 5 heures du matin, on ne peut être que lâche. Entrer dans la maison pour tuer des petits vieux qui dorment, ça ne peut être que des lâches. On a vu cette jeune fille prendre des jeunes, des vieux, des enfants de 5 ans en otage. C'est quoi? Je comprends pas. Mais j'essaie de faire la part des choses. Les Palestiniens de Gaza ne sont pas de terroristes. Les Palestiniens de Gaza sont frustrés. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans le manque d'éducation, ils vivent dans le déshonneur, dans l'humiliation, dans le désespoir. C'est de là que se nourrissent les terroristes du Hamas. Vous savez, à Gaza, on vit avec presque moins de $2 par jour. Le PIB par habitant, dans l'année, c'est $2 000. Il est de $45 000 en Israël. 75% des jeunes de moins de 35 ans sont au chômage. Les infrastructures sont désuètes. Et vous savez, quand on a moins de 35 ans, on ne peut pas rentrer en Israël travailler. Donc ces jeunes de 35 ans qui n'ont jamais rencontré d'Israéliens, qui ne sont jamais sortis de Gaza, qui ne savent pas ce que c'est qu'un avion, vivent dans le désespoir. Et c'est là que les terribles terroristes vont les cueillir. Donc il va falloir qu'on s'attaque au problème, aux sources du problème. On ne peut pas éradiquer le Hamas, que ce soit clair.
Alors justement, Israël prépare son incursion terrestre à Gaza, a priori. Vous répétez qu'il n'y a pas d'alternative militaire, et ça depuis des années, au conflit israélo-palestinien. Est-ce que penser, assumer comme le fait aujourd'hui Israël, qu'on peut détruire le Hamas par les armes, est-ce que c'est illusoire? Totalement illusoire. On ne peut pas détruire le Hamas par les armes. Une fois encore, les Israéliens, cette fois-ci avec beaucoup plus de fermeté, vont tuer une partie du leadership du Hamas. Aujourd'hui ou demain. Il n'y a pas urgence, il ne faut pas oublier, Gaza ne va nulle part. Donc je ne vois pas l'urgence. Alors aujourd'hui, on veut répondre à cette terrible crise qui s'est créée, on veut répondre à la volonté de l'opinion publique qui veut quand même un peu de vengeance. Qui ne fait pas débat. L'incursion, la perspective de cette incursion ne fait pas débat aujourd'hui dans la société. Ne fait pas débat ici dans les studios français. Dans la société israélienne, majoritairement pour cette incursion. On ne sait pas. Incursion, pourquoi faire? Il est là le débat, voilà. Pour le jour d'après. Voilà, la question, c'est pourquoi faire? Faire entrer des soldats dans une ville aussi peuplée que Gaza. N'oubliez pas que Gaza, c'est l'endroit le plus peuplé au monde. C'est 2,5 millions presque d'habitants sur 450 km². Donc faire entrer des soldats, c'est aussi sortir avec des cercueils de soldats israéliens tous les jours. Je ne crois pas que la société israélienne veut le voir. Et c'est des morts du côté des citoyens, des civils. Si la décision n'a pas été prise jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour qu'elle ne soit pas prise. Et je ne pense pas qu'elle sera prise avant l'arrivée du patron, du boss, de M. Biden. Parce qu'en fin de compte, sans les Américains, les Israéliens auront du mal à faire face à ces crises. Donc personne ne va faire ça à M. Biden. Donc moi j'espère qu'il n'y aura pas d'entrée. Je ne vois pas l'utilité non plus. Gaza ne va nulle part. Pour tuer les leaders du Hamas ou pour détruire leurs infrastructures, on a le temps. Il faut le faire comme il faut, en temps venu, d'une façon efficace, faire rentrer massivement des gens sans avoir des obligations. Et on ne pourra pas trouver les otages. C'est ça, voilà. Donc il y a la question centrale des otages, bien sûr, qui n'est pas un petit sujet. Est-ce que vous croyez encore, à l'heure où l'on se parle, que la négociation vis-à-vis de ces otages est possible? C'est-à-dire très concrètement qu'Israël peut récupérer des otages en échange de prisonniers palestiniens. Ça a été déjà le cas dans l'histoire. Oui. D'abord, ça a été le cas, le dernier cas qu'on connaît, qui a été massif. Gilad Shalit. Gilad Shalit, pour un soldat qui était 5 ans sous les geôles du Hamas. 2000 prisonniers palestiniens. 1270 prisonniers palestiniens. Moi, je suis pour ceux qui disent, à tout prix, quoi qu'il en coûte. Il y a presque 200, 190, 155, je ne sais pas exactement, des femmes, des enfants, c'est pas des soldats, il faut les ramener à la maison. Et s'il faut libérer des prisonniers palestiniens, il faut le faire. On l'a déjà fait dans le passé, rien de dramatique. Et moi, je pense à un prisonnier en particulier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas détruire le Hamas, c'est impossible. Le Hamas, c'est aussi une idéologie. L'idéologie, ça ne se tue pas avec des balles. L'idéologie, ça se tue avec des écoles. C'est des écoles qu'il faut créer, c'est des emplois qu'il faut créer, c'est des infrastructures qu'il faut créer. C'est permettre aux gens de Gaza de vivre mieux, d'avoir de l'espoir, d'avoir une perspective. C'est ça qui va tuer l'idéologie. Mais moi, je pense à un prisonnier en particulier qui peut jouer le rôle d'unificateur dans la société palestinienne et qui est un homme pragmatique. Et c'est Marwan Barghouti, qui est un symbole. Donc moi, je pense que quoi qu'il en coûte, il va falloir payer le prix. Je sais qu'il y a des négociations en ce moment indirectes entre Israël et le Hamas pour libérer les femmes et les enfants. Mais le Hamas en a que faire de Marwan Barghouti. Mais il ne pourra pas dire non. Le Marwan Barghouti fait l'unanimité chez les Palestiniens. Hamas, pas Hamas, il fait l'unanimité. Mais ce n'est pas le seul. S'il faut libérer des femmes et des enfants contre des femmes et des enfants, il faut le faire maintenant. S'il faut libérer Israël, il y a 4000 et quelque chose de prisonniers en Israël. S'il faut libérer une grande partie pour libérer les otages, il faut le faire maintenant. Il faut pour cela du courage politique, vous le savez peut-être mieux que personne. Ofer Bronstein, vous avez été l'un des artisans d'une des poignées de main les plus célèbres de l'histoire, 93 à Washington, entre Yitzhak Rabin et Arafat. Des hommes politiques courageux, on en manque aujourd'hui de part et d'autre. Vous savez la différence entre un politicien et une femme ou un homme d'État? Les politiciens pensent aux prochaines élections. Un homme ou une femme d'État pense aux prochaines générations. Aujourd'hui, il y a très peu d'hommes et de femmes d'État, pas seulement dans la région, mais dans le monde. Ils sont surtout des politiciens qui pensent à leur carrière politique. Et il y a très peu qui ont une perspective d'avenir. Si on avait eu, on ne serait pas... C'est le 14e round de combat entre Israël et le Hamas. Il faut être idiot pour chaque fois se remettre dans la même... Combien de fois ça va durer?
Si aujourd'hui la communauté internationale et l'Europe a un rôle principal à jouer, ne n'est pas déterminé à dire aux Israéliens, aux Palestiniens, basta, ça devient un problème de politique intérieure. Monsieur Bernard qui a été assassiné, il y a Monsieur Koulibaly il y a quelques années, il y a un lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous, on veut régler le problème, on connaît les solutions au problème. Vous savez, il y a du pétrole et du gaz à côté de Gaza. Gaza peut être un Singapour, peut être un Dubaï. Avec qui on parle, côté palestinien comme côté on va israélien. imposer, on a des leviers. L'Europe est le principal marché économique d'Israël. L'Europe est le principal donateur aux Palestiniens. On va se donner des leviers, avec les Américains bien entendu, pour leur dire basta, enough it's enough, maintenant on veut que ça se calme. Et on peut y arriver. La majorité des Israéliens, la majorité des Palestiniens veulent la paix, ne veulent pas de terrorisme, ne veulent pas de violence, ils veulent des perspectives d'avenir. Ils veulent la paix, mais est-ce qu'il peut y avoir la paix sans pardon? Et est-ce qu'on peut pardonner après ce qui vient de se passer? Oui. Est-ce qu'on peut pardonner d'avoir tué des bébés? Oui. Je sais que c'est difficile à dire aujourd'hui, et que pour la mère ou le père qui a perdu son père ou son bébé ou sa femme, c'est impensable. Mais il va falloir qu'on soigne nos blessures, il va falloir qu'on se remette, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il va falloir que des leaders courageux de part et d'autre soient généreux l'un vers l'autre, soient humbles l'un vers l'autre, soient... Et j'espère qu'on trouvera un jour ceux qui seront capables de regarder l'autre peuple dans les yeux et dire « je m'excuse pour les injustices qui ont été faites ». Et il y a trop d'injustices qui ont été faites de part et d'autre. Et je ne mets pas les uns et les autres dos à dos, mais il y a deux peuples qui souffrent. Il y a deux peuples qui veulent vivre côte à côte. Il y a des peuples qui veulent vivre en bon voisinage. Il faut leur donner les moyens. Les moyens existent. Vous savez, le Moyen-Orient, Israël et la Palestine se trouvent à la charnière entre l'Asie et l'Europe. Les capitaux existent, les matières premières existent, l'intelligence existe, la main-d'œuvre existe. On a tous les ingrédients pour que ce soit un endroit extraordinaire. Gaza a les ingrédients de devenir vraiment un endroit extraordinaire. Il y a une mer, on peut avoir un port, on peut avoir un aéroport. Il faut construire un tunnel qui relie Gaza à la Cisjordanie pour que les Gazaouis puissent rejoindre Ça paraît complètement utopique ce que vous dites là. Mais vous savez, si on n'est pas utopique, on n'est pas réaliste. Oui, moi j'y crois. C'est possible de construire un port, de construire un aéroport, d'utiliser les mines les ressources pétrolières et gazières qu'il y a à côté de Gaza. On l'a fait avec le Liban il y a quelques mois. On peut le faire avec les Gazaouis, avec les Égyptiens demain. C'est une question de détermination et de volonté. Et oui, d'une perspective à long terme. Je voudrais qu'on termine avec des propos qu'a tenu David Grossman, que vous connaissez sans doute, qui est un des plus grands écrivains israéliens, qui posait la question ces jours-ci dans l'Obs. On parlait de pardon à l'instant, mais du jour d'après, comment les sociétés... Qu'est-ce que sera la société israélienne après ça? Vous croyez? Comme d'ailleurs ça a pu se passer après la guerre du Kippour. Paradoxalement, c'est dans le pire, dans la crise, que la paix, que quelque chose peut naître. Vous avez tout à fait raison de signaler la guerre de Kippour. La guerre de Kippour a pris au dépourvu Israël. C'était une des pires guerres qu'Israël ait connues. Et bien qu'ils ne sont pas rentrés en Israël, ils ont simplement traversé le canal et sont allés sur des territoires qui étaient occupés. Mais la sidération était... La sidération était terrible, le nombre de victimes était énorme, et pourtant 4 ans après, le président Sadat, le même qui a fait cette guerre, arrive à Jérusalem, donne son discours à la Knesset, une poignée de main historique avec le leader de la droite israélienne, Menachem Begin de l'époque. La deuxième crise qui a permis une opportunité de se créer, c'est celle de la première guerre en Irak, en 1991. Une guerre terrible en Irak. Elle envahit le Koweït. Il y a une coalition internationale contre l'Irak. Moi, j'étais à Tel Aviv pendant 1 mois et demi avec des masques à gaz parce qu'on craignait tous les jours qu'il y ait une attaque chimique ou biologique sur Tel Aviv parce qu'il y avait des missiles qui tombaient tous les jours dans le cœur d'Israël. Et pourtant, en 1992, juste après, les Américains, les Russes et l'ONU et l'Europe réunissent tous les pays arabes avec Israël à Madrid, ce qu'on appelle la conférence de Madrid en 1992, 1 an après, et c'est le début des accords et des relations entre Israéliens et Palestiniens qui donnent naissance à Oslo, qui donnent naissance à des accords avec les Jordaniens, qui changent la réalité dans la région. On peut parler de paix alors encore aujourd'hui? Bien sûr, on doit parler de paix. Merci. C'est la seule possibilité. Merci beaucoup. Ofer Bronstein d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, président du Forum international pour la paix, qui n'est pas un mot tabou, même aujourd'hui, la réconciliation au Proche-Orient. Merci encore. On se retrouve après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.